Bienvenue dans le troisième épisode de la série qui se passe du coup au Maquis de Safre, un écolieu situé à Châteauneuf à proximité de Louhans. Ils ont pour particularité d'être un écolieu intergénérationnel, c'est-à-dire que c'est une famille des grands-parents, parents, enfants qui s'ouvrent vers l'accueil de nouveaux habitants. Ils ont aussi une autre particularité que je trouve intéressante, c'est qu'ils utilisent pas mal d'outils psychologiques afin d'améliorer leur communication et leur bien-être général. Et je remercie chaleureusement Maïté et Jean-Louis que vous allez apercevoir dans cette vidéo. Et un gros big up à Maïté parce qu'elle a été tout le long de l'enregistrement avec son enfant en très bas âge. Voilà, je vous laisse avec eux. Nous sommes ici au Maquis de Safre. Donc il y a cette belle longère de 1900 et puis un autre bâtiment qui date du XVIIe siècle. On est 3 foyers, c'est un collectif intergénérationnel où on a, donc ça va de 1 mois et demi à 72 ans. Les 6 dernières. Donc on est 6 adultes et 5 enfants, avec en prime un couple qui est en processus d'intégration pour possiblement nous rejoindre. Voilà, et donc ici ça s'appelle le Maquis de Safre. On est sur un terrain de 4 hectares. On a acheté ici en 2020, octobre 2020. La raison d'être du collectif, c'est aimer, semer et s'aimer. Donc aimer et prendre soin des relations, aimer s'émerveiller, enfin voilà, le soin à soi, le soin à l'autre, le soin à la nature, le soin du vivant. Semer pour la dimension de maraîchage, culture, agriculture, mais également des idées, de nouvelles idées, voilà, cultiver un autre mode de vie. Et puis essaimer la dimension de partager notre expérience, diffuser, transmettre, et que ça puisse faire des petits. Donc il y a aussi la dimension maillage alternatif du territoire. Donc on a le maillage alternatif du territoire, on a créé une association qui s'appelle les Bifurqués, en local, qui rassemble, on a une 50aine de membres, après on est une 20aine de membres actifs, et une fois par mois on organise des chantiers collectifs et tournants sur les différents lieux, donc qui a besoin d'un coup de main, il y a pas mal de monde qui est en rénovation dans le coin, il y a du vieux bâti. Et puis, donc partage de coups de main, c'est un réseau où on fait près d'outils, on monte des formations, une session de formation pour, autour des savoir-faire. On a la chance d'avoir une réserve d'eau, parce qu'on a une source sur la propriété là, qui fournit en permanence, et ça c'est merveilleux. C'est une source souterraine ou c'est un puits C'est une source qui arrive, qui débouche dans un ruisseau là-bas. On met la pompe et on alimente toutes nos réserves d'eau, ce qui fait qu'on a de l'eau en permanence, quoi. Incroyable. Sachant quand même qu'on essaye de ne pas trop arroser, parce qu'on avait lu, et ça semble se vérifier, quand tu arroses trop la végétation, elle devient feignante. Quand tu l'assoiffes un petit peu, et ça on le vérifie ou avec le maïs ou avec la tomate, quand on l'assoiffe un petit peu, alors ça ne veut pas dire non plus qu'on ne l'arrose pas, mais quand ce n'est pas nécessaire, on ne l'arrose pas. Et donc elle est obligée d'aller chercher dans les profondeurs, et du coup on voit des tomates ou des maïs qui est très, très costaud. Petite anecdote, ce que tu vois là, c'est donc des pieds de maïs, alors pieds de maïs mexicains, et j'attends qu'ils aient un peu plus forci, et on va planter au pied de chaque pied de maïs, on va planter du haricot aram. Ah oui. Donc il faut savoir que c'est du maïs géant, donc il arrive à peu près à 2 mètres. Hein. Le haricot va aller prendre appui dessus, et pendant toute la saison de haricot, tous les jours on ramasse du haricot. Hein. Et quand tout ça c'est bien solide, on va implanter au pied des courges. Donc c'est une courge un peu spéciale, une courge ronde rouge. Et l'intérêt, c'est qu'il y a un équilibre qui se fait entre l'apport de potasse, d'azote et de je ne sais plus quoi. C'est très connu comme modèle. Comment ça s'appelle déjà? Il y a un nom, ouais, alors si tu me le retrouves, c'est ce qu'on appelle les 3 sœurs mexicaines, mais il y a un nom particulier. On arrive au verger des rescapés parce qu'il a une histoire intéressante. Alors, imagine qu'il y a 22 travées. Ce qu'on appelle le travé, c'est ça. C'est une ligne qui est dans cet axe-là, tu vois, toc, 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 avec aux 2 extrémités un arbre fruitier et au milieu un arbre fruitier. Alors ces arbres fruitiers, ils ont une drôle d'histoire.
On habitait donc avec Eliane dans l'Ain, donc pas loin de Bourg-en-Bresse, et il y avait un gars qui avait passé toute sa vie à greffer des arbres. Il avait un verger extraordinaire. Et au moment de mourir, enfin quand il est mort, il a fait savoir que son héritier c'était son petit-fils et qu'il lui léguait tout le verger. Ça n'intéressait pas le petit-fils. Ah merde. Tant mieux. Ah. Il s'est mis en lien avec les croqueurs de pommes qui sont ici, ils sont basés sur le village, Okay. à Fontenay. Et il a fait savoir que si les croqueurs de pommes étaient intéressés, ils vendaient le tout pour 5 € l'arbre fruitier, greffé. Ce qui va beaucoup. C'est dérisoire. Donc on est arrivé là-bas, donc on en a acheté un certain paquet, et puis une fois qu'il a tout été vendu, un jour que je repasse là-bas, je vois une montagne d'arbres pas beaux du tout, et je demande à quoi ça va servir, on me dit ils vont être brûlés parce qu'ils n'ont aucune... on ne peut rien en faire. Puisque vous allez les brûler, est-ce qu'éventuellement je peux en récupérer quelques-uns? Récupérez tout ce que vous voulez. Super. Et donc j'ai ramené ici des trucs, mais complètement tordus. Hein. Certains, ils n'avaient aucune chance. Eh ben, presque, enfin, pas tous, hein, mais presque tous ont démarré. Donc tout ça, c'est un verger. Alors on l'appelle le verger des rescapés parce que normalement, ils auraient dû finir ensemble, quoi. Incroyable. Voilà. Et les matériaux qu'on achète, on achète du liège qui vient de bouchons déchiquetés. Le bois, c'est d'une scierie locale. Okay. Alors, le panneau fibre de bois pour l'isolation. Ça va être... c'est un produit de l'industrie. Mais bon, ça reste quand même plus écolo que de la laine de verre ou de la laine de roche. C'est sûr. Après, sur le passage des conduits cheminée, on est obligé de mettre... là, on met de la laine de roche à cet endroit-là parce qu'on n'a pas le choix. Mais sinon, on fait des enduits aussi à la chaux. On fait une dalle chaux-liège pour le sol. Ok. Et puis après, en parquet bois ou sol en tomate ou en travertin, qui est une pierre naturelle. Ok. Qui est dans le coin du coup? Non, oui. Qui vient de Turquie. Ah oui. Ouais, par bateau. C'est bien. Mais c'est une pierre qui est respirante parce qu'en fait, on a vraiment cette problématique au niveau du sol sur la question de la gestion de l'humidité. Et de la migration de l'humidité. Oui, c'est sûr. Alors, Maïté a dû t'expliquer qu'on fait des enduits argile chaussable. Un jour, on a un copain qui est venu avec sa pelle. On lui demandait qu'il nous trouve une veine d'argile, tu vois, qu'on puisse mettre sur les murs. Donc voilà, on a trouvé une très bonne... Tu vois, ça c'est excellent pour... bien mouillé, bien mélangé à de la chaux, on arrive à faire un truc super. Incroyable. On a donc fait ça, et pendant qu'on y était, on lui a dit, écoute, continue à creuser. Donc c'est notre piscine, ça. Donc en été, on peut se baigner, donc c'est très argileux. Et le projet que tu vois là, c'est donc on est plein sud, hein, donc le nord est ici. On va faire à terme une serre semi-enterrée ici. Donc ça c'est une haie paysagère pour les... Alors, elle a plusieurs fonctions. D'abord, elle est paysagère mellifère. Donc, comme on a des abeilles, enfin, on avait des abeilles. Là, on a eu un problème, mais elles vont revenir. Les abeilles, en permanence, pendant toute la durée, peuvent se nourrir de tout ça. Bah oui. Voilà. Et on a quand même de la bestiole qui se balade. Là. Il y a des chevreuils, il y a plein de monde. Donc, l'idée, c'est qu'ils ne viennent pas sur ce verger. Là. Parce que, viens voir... Ça, c'est un verger sur lequel on va faire une forêt-jardin. Alors, tu connais la notion de forêt-jardin? Explique-le-moi. Alors, je suis pas sûr d'avoir le bon truc. Alors, un jardin, c'est à l'horizontale, bien sûr. La forêt est au vertical. Et l'idée, c'est la verticalité et l'horizontalité créent une sorte de microclimat. C'est-à-dire que mutuellement, les arbres et la végétation au sol vont s'apporter des choses. Et on sait que dans des périodes, par exemple, de grosses perturbations, c'est des lieux qui résistent beaucoup mieux. On organise un spectacle sur la mort, ce qui s'appelle En Grande Pompe, et qui propose... En fait, c'est des morts qui reviennent se plaindre de la gestion de leur mort et de leurs obsèques. Voilà. Enfin, du coup, c'est un côté un peu humoristique, mais qui vient questionner sur comment est-ce qu'on... Quel lien on entretient avec la mort et comment dans notre société aussi on accompagne ce moment-là où on va tout passer. Voilà. Il y a un soin qui est porté sur
la qualité de présence et la qualité des prises de parole, enfin qualité dans le sens pas... en tout cas, la disponibilité de chacun à accueillir la parole de l'autre, et puis l'intention pour chacun en prise de parole de parler à partir du jeu, de ce qui est vivant pour lui. Dans nos réunions, donc on utilise des outils d'intelligence collective, type les chapeaux de Bono. Est-ce que tu peux expliquer les chapeaux de Bono? Ouais. Parce que je trouve ça intéressant. Donc Edouard de Bono, c'est un neuroscientifique qui a analysé la difficulté parfois en collectif à aborder un sujet et à être efficace, prendre en compte la parole de chacun et qu'il n'y ait pas des systèmes de censure, mais qu'on arrive à un mode de discussion qui fasse vraiment avancer la recherche de solutions ou d'analyse d'une situation. Donc on part d'une question et ensuite lui donc il a analysé 6 modes de pensée différents et il propose d'utiliser collectivement tous le même chapeau ensemble. Et donc ce qu'il utilise un chapeau, c'est un mode de pensée avec comme si on mettait des lunettes pour voir qui colore un petit peu le prisme avec lequel on regarde une situation. Et donc il y a le chapeau blanc qui parle exclusivement des faits, donc des chiffres, c'est de l'information neutre, sur lequel on n'a pas besoin d'être d'accord ou pas d'accord, c'est comme ça. Le chapeau rouge, c'est ce qu'on va faire dans les tours de météo, où on va exprimer des émotions, un ressenti, c'est le rouge, c'est la couleur de la passion, du feu. Il n'y a pas besoin de justifier ça, c'est juste je sens, voilà, c'est là. Et une fois que c'est déposé, parfois, ça soulage ou on peut passer à autre chose. Le chapeau bleu, c'est le chapeau de l'organisation, la structuration de la pensée, la planification. Donc ça, souvent, ce chapeau, je l'ai dit là, mais il intervient souvent à la fin, pour pouvoir, comment on avance, comment on s'organise, quelles sont les priorités, qui s'occupe de quoi. Le chapeau jaune, qui est le chapeau de l'optimiste, le soleil, tout va bien se passer, les opportunités, les chances, les bons côtés, que ce soit sur un truc passé ou à venir. Le chapeau noir, qui est l'inverse du chapeau jaune, donc l'avocat du diable, on le connaît généralement bien, pour certaines personnes qui sont habituées, voir les risques, voir les limites, les dangers. Et puis le chapeau vert, c'est le chapeau de la créativité. Donc c'est les idées nouvelles, tout est permis, la fertilité, la fécondation de la pensée, enfin de la pensée latérale. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fois ça, collectivement, individuellement, ça nous invite à aller explorer ces modes de pensée-là qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude d'aller explorer, même si au sein d'un collectif, tu vois très bien, il y en a qui sont très à l'aise dans certains chapeaux et d'autres dans d'autres, mais du coup c'est un exercice. Et à la fois ça décharge pour certaines personnes le fait c'est souvent, là c'est pas mal porté sur le chapeau noir par exemple, la responsabilité de dire au groupe attention, regardez, il y a ces limites, il y a ces dangers là, parce qu'en fait si cette personne là le fait pas, peut-être qu'elle le fait parce que justement il y a personne d'autre dans le groupe qui le fait, et donc c'est parfois ça se fait de manière inconsciente, mais il y a une responsabilité qui est prise parce que la personne elle sent qu'il y a besoin de contrebalancer quelque chose. Alors les 3 habitats roulottes qu'on a, ils sont venus de la nécessité, c'est-à-dire que quand on est arrivé là, il y avait une seule pièce qui était habitable, on a passé un hiver là-bas mais c'était très difficile, et donc c'est là qu'on a fait le choix de trouver des hébergements légers. Donc pour la roulotte de Maïté et Sylvain, ils ont acheté un char chez un paysan du coin, là, un char norrois, là, et ils l'ont étendu. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté, ils ont refait un sol, mais ils ont gagné, je sais pas, 2-3 mètres. Ce qui fait que, alors attends, on peut passer par là. Donc ils étaient autonomes au niveau énergie. Ah oui, un panneau ça leur suffisait. Ah ouais. Bon, mais depuis, ça fait quoi? Ça fait peut-être un mois qu'ils sont en bas là-bas. Je crois qu'ils apprécient. Mais ils ont quand même passé, ils ont passé 3 ans ici, quoi. C'est incroyable, c'est grand.
avec un deuxième char qui a été amené à côté du premier, et donc ça leur faisait leur petite... En tout cas, ça a été un moteur, le fait d'avoir des enfants, d'avoir envie qu'ils vivent en collectif. Et donc au contact d'autres enfants, mais aussi d'autres adultes. Parce que un enfant pour 2 adultes, je trouve que c'est un ratio qui est complètement inégal. Ouais. Et alors là, 2 enfants pour 2 adultes. Et l'intergénérationnel aussi, c'est une composante qui est vraiment importante. Et c'est vraiment chouette de voir à quel point les enfants sont à l'aise avec déjà les adultes ici, les enfants, mais également avec du coup des gens d'extérieur. Oui. Ils ont cette capacité à établir des liens et de se sentir en confiance. Donc voilà. Et puis rien que le cadre de vie aussi, en fait ils peuvent être dehors facilement sans que nous on le soit. Alors par rapport à la coparentalité, ce qu'on a défini, c'est que s'il y a un adulte qui intervient, on n'a pas besoin soi-même d'intervenir. S'il y a un souci, un problème, ou 2 enfants qui sont en train de se fighter, ou il y a un enfant qui a tapé un autre enfant, c'est ok qu'il y ait un seul adulte qui intervienne. Il n'y a pas besoin d'avoir un parent de chaque enfant. Oui. Parce qu'au début, en fait, ça a pu être là où, en fait, finalement, c'est ton enfant qui s'est mal comporté vis-à-vis d'un autre enfant. Et t'as le premier parent qui va venir pour l'enfant qui a eu un coup, l'autre parent qui se sent mal parce que son enfant s'est mal comporté. En fait, dire c'est une personne à part entière et elle peut avoir des relations directes, elle n'a pas besoin de passer toujours par le parent. Donc ça, c'est la yourte des enfants. Ah putain, j'avais pas t'as pas vu la yourte des enfants. Alors, donc c'est la 3e année. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pareil, au départ, c'est une voisine qui me demande si j'accepterais de venir couper ses osiers, l'envahie. Pas de problème, j'y vais, je coupe, et puis je plante simplement des osiers, tu vois. Au départ, je fais rien de plus, hein. Et puis, bon, ils n'ont pas tous pris, mais bon, beaucoup ont pris. Et puis, ce que je fais régulièrement quand je passe là, tu vois, je regarde ce qui dépasse un peu trop. Par exemple, tiens, tu vas voir, il y en a une ici qui dépasse, je vais la rabattre. Et quand je rabats, je les descends en dessous, tu vois. Alors, parce que je coupe pas. Hein. Quand j'ai la chance, tu vois, celle-là, par exemple, hop là, celle-là, on va venir la coincer en dessous. Et c'est trop marrant. Tu vois. Et du coup, à terme, cet été, ils auront leur espace pour faire la sieste à l'ombre, tu vois. Mais ça marche bien. Ah oui, c'est incroyable. C'est marrant parce que d'extérieur, je voyais ça comme un buisson, mais en fait, quand tu rentres dedans, ils sont pas visibles, hein. Ils sont contents de se cacher là. Incroyable. Mais sur l'action militante aussi, il y a plein de manières de s'engager. Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais. J'ai eu des colocs qui étaient très engagés, qui allaient faire des sittings, des mobilisations, à s'enchaîner, à être au contact des CRS, quoi. Et moi j'ai trop peur. Et je ne sentirais pas de mettre mon corps en danger, même si c'est pour des causes qui font vraiment sens. Mais je sens pas mon action, je sens pas que c'est ma place là. Et je pense qu'on a vraiment besoin de toutes les mobilisations possibles. C'est sûr. Et le mieux, c'est de trouver que chacun puisse trouver l'endroit où il se sent bien. Je suis d'accord. Pour agir, mais c'est sûr que c'est Enfin, il y a une méthode qui s'appelle le travail de Cathy Byron. Donc c'est juste le travail, the work. Okay. Et c'est une méthode. Elle est passée par une grave dépression. Ouais. Et donc avec pensées suicidaires, etc. Et un jour, elle a connu un switch où elle s'est dit, en fait, c'est mes pensées qui créent la souffrance. Souvent. Je suis pas connectée avec le réel, avec la vérité. Si je pense à ce qui aurait dû, ce qui aurait pu, ce qui devrait. Tu vis dans une réalité parallèle. Ouais. Et donc c'est une méthode avec 4 questions. Tu vois, est-ce que ce que tu penses, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es réellement sûr que c'est vrai? Enfin, comment tu peux savoir que c'est vrai? Et souvent, en fait, c'est notre esprit qui nous raconte des choses. Elle aime bien parler, ça c'est sûr. Et dès l'instant où en fait on prend conscience de ça, que
ou alors on pense ça par rapport à une norme, par rapport à une injonction, par rapport à quelque chose qui est pas la vérité. En fait, il y a tout un travail de dire mais comment tu peux être sûr en fait que ce que tu penses, ce serait mieux. Et donc, bon, c'est pas pour se démobiliser du tout. Parce qu'il y a des détracteurs de cette méthode qui disent mais du coup, du coup quoi c'est la vérité que Elon Musk doit aller sur Mars. C'est quoi en tout cas, quelle prise tu as toi par rapport à ça? Et en fait, c'est quand même un grand chemin de sagesse. Dire en fait, l'humanité, manifestement, on a passé par là, quoi. Parce qu'on passe par là. Oui.